À l'occasion, un mémorandum a été remis au chef du gouvernement par les élus du peuple. Ces mémorandums circonscrit entre autres le problème lié à l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Nous sommes venus voir le Premier ministre pour remettre notre mémorandum. C'est-à-dire, le caucus du Kasaï central n'a jamais été reçu par le Premier ministre. Cette fois-ci, nous avons eu l'opportunité d'être reçus. Nous avons le problème de la base. Nous avons beaucoup de problèmes qui occupent notre province. Entre autres, l'électricité, l'eau, construction des écoles, santé, et ainsi de suite. Donc nous avons soumis tous ces problèmes à travers notre mémorandum au Premier ministre. Ces caucus s'est dit satisfait de l'accueil et de la sensibilité du chef du gouvernement vis-à-vis de sa préoccupation. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait des députés du caucus de la province du Kasaï central. Et puis le Fonds social de la RDC a présenté aux autorités militaires et policières de la province de l'Ituri la deuxième phase de son projet de stabilisation pour la paix dans la partie est du pays. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama salue ce projet qui vient en appui aux efforts de paix consentis par l'administration militaire. Junior Selimani pour le reportage. De l'Ituri, les forces armées poursuivent sans désemparer la traque du groupe armé pour imposer la paix. Une fois la province complètement pacifiée, le développement s'en suivra. Voilà ce qui justifie la présentation ce lundi aux membres du comité consultatif provincial de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la RDC pour la paix par le Fonds social de la RDC pour le gouverneur de province, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Ce projet est une réponse à la crise socio-économique qui traverse l'Ituri pour le moment. Un projet qui permettra de relever le niveau de vie de nos populations vulnérables et meurtries par les conflits armés et tueries de tout genre. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes vulnérables, dont la plupart victimes des atrocités commises par les groupes armés sémant la mort et la désolation. Le coordonnateur général du Fonds social de la République, Rifin Bolongo, revient sur les grandes lignes de ce projet. Au total, nous voulons toucher à travers les 5 provinces concernées 300 000 bénéficiaires, dont 100 000 dans le cas des travaux IMO et 200 000 dans le cas des transferts monétaires inconditionnels. Nous avons reçu un financement qui voudrait adresser les questions liées à la protection sociale et qui dit la protection sociale voit les personnes les plus nécessiteuses, les personnes vulnérables au sein de nos communautés. Signalons que pour la réussite de ce projet, le numéro 1 du Fonds social de la RDC a sensibilisé le dimanche dernier le chef d'équipe, le chef de chantier et le superviseur sur la philosophie de ce programme pour une durée de 2 ans. Step 2 concerne 5 provinces sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains. Je l'ai dit au sommaire, le Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 1er juillet 2022 l'embargo sur les armes en RDC. Pour ce faire, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a organisé un atelier de 3 jours au cours duquel les experts vont réfléchir sur comment la République démocratique du Congo va accélérer plutôt le processus d'adhésion au traité sur le commerce des armes. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, qui a ouvert les 10 travaux. Edith Chala. Un atelier qui va permettre aux forces de défense et de sécurité de s'engager corps et âme dans la lutte contre le mouvement incontrôlé des armes légères et de petits calibres. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et de réduction de la violence armée, CNC-APLC en sigle, l'inscrit dans les efforts à fournir pour l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité sur le commerce des armes. Le colonel Patrick Kombi Katambouei, coordonnateur de la CNC-APLC, expert senior dans la lutte contre la circulation des armes légères, se veut rassurant sur ces 3 jours de travaux. Le gouvernement de la République, à travers la CNC-APLC, avec les concours des forces de défense et de sécurité, s'est fixé pour objectif de contrôler tous les transferts d'armes illégaux, faciliter le profilage et la traçabilité de toutes les armes circulant en RDC, depuis l'usine de fabrication jusqu'à l'utilisateur final. C'est le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipé, qui a déclaré ouvert les travaux de cet important atelier. Je dois ouvrir le travail de l'atelier pour
la présentation du rapport sur les transferts internationaux en République démocratique du Congo et notre pays possède à son adhésion au traité sur le commerce des armes. Durant 3 jours, différents intervenants, notamment les responsables des services de sécurité, les députés et sénateurs ainsi que les responsables des services aux frontières seront entretenus sur les déclics qu'il faille donner où la circulation de ces armes meurtrières est maîtrisée. Un conflit parcellaire oppose la famille du président honoraire de la Chambre haute du Parlement, Léon Kengo Adondo, aux habitants du quartier Canada dans la commune de Lansele. La famille de Léon Kengo Adondo revendique le droit sur cette concession de plusieurs centaines d'hectares, c'est que recuse cette population. Jean-Pierre Ndolo Demazou était sur place pour ce reportage. Le quartier Canada, situé dans la commune de Lansele, fait aujourd'hui l'objet de conflits interminables. Les habitants qui occupent cette concession de 154 hectares qui appartiendrait à la famille Kengo prétendent avoir acquis ces parcelles auprès des chefs coutumiers. Monsieur Kengo, il nous a travaillé depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Mais quand nous allons en justice, nous ne voyons pas les documents de Monsieur Kengo. On nous présente un contrat d'amphithéose déjà expiré en 2013. C'est celui-là que l'on brandit, qui n'est autre qu'un contrat de location pour une durée déterminée. Affirmation rejetée en bloc par la famille Kengo, la fille aînée du sénateur honoraire bat en brèche les accusations portées contre la famille. Ce terrain nous appartient. Nous l'avons acheté en 1985. Nous avions acquis un certificat d'enregistrement et on y a construit une ferme. Les chefs coutumiers, après notre exil à l'étranger, se sont mis à morceler et à vendre les terrains. Nous détenons un certificat d'enregistrement. Propos corroborés par l'avocat du sénateur Kengo, Maître Mutombo. La concession appartient bel et bien à M. Léon Kengo Adondo, président honoraire du Sénat. Il est porteur d'un certificat d'enregistrement depuis 1985. La population accuse la famille Kengo de se servir de la police pour commettre des exactions sur les habitants du quartier Canada. Ce sont des affabulations, rétorque la famille Kengo, qui dit n'être pas habilitée à réquisitionner la police. Et puis l'ONG La Charité dans le Seigneur Jésus-Christ vient de doter la commune de Kasavubu d'un centre médical moderne. L'inauguration de ce centre est intervenue le week-end dernier. Un reportage de Rudis Kitutu. Soucieux d'une meilleure prise en charge sanitaire de ses compatriotes, un couple chrétien congolais, promoteur du centre médical La Charité, veut donner le sourire à ses frères et sœurs de la commune de Kasavubu. Ce centre, inauguré à ce jour, a pour mission de soulager les patients dans un confort excellent en administrant des soins de qualité à un coût accessible à toutes les couches de la population de Kasavubu en particulier et de la ville, province Kinshasa en général. Nous avons voulu que l'accès aux soins soit à la portée de tous, avec comme devise soigner les malades, les frais irrélatifs ensuite. Notre souhait est donc de voir cette œuvre prospérer. Et pour cela, nous demandons le concours en premier lieu de la population bénéficiaire et en second lieu des autorités publiques ainsi que du personnel soignant. Pour notre part, nous ne ménagerons aucun effort pour y apporter le soutien idoine. Le promoteur de ce centre de santé appelle la population à ne pas hésiter d'approcher le centre dès qu'un ennui de santé se présente. Il fournit des prestations telles que le soin en médecine générale, le soin spécialisé et la prévention par la vaccination. Ce centre de santé vient de s'ajouter à la liste des œuvres sociales du couple Bakenge. La République démocratique du Congo sera dotée dans les toutes prochaines années d'un port en eau profonde à Banana. Les travaux plutôt ont été lancés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ce port va permettre à la RDC d'avoir une nouvelle couverture sur la mer et surtout d'accueillir des gros bateaux. Il sera également créateur d'emplois. Alors question, quel est l'impact socio-économique avec la construction de ce port en eau profonde? La réponse avec un des députés provincial, Antoine Dimelo.
interviewé par Serge Mata. À 100 km de Kinshasa, Madimba est un territoire désenclavé et prometteur. On y observe sur place une grande activité commerciale vu l'importance du marché de Loufou qui diversifie les produits commerçables tout en espérant tirer profit à l'avenir de la construction du port en eau profonde de Banana qui prendra fin en 2025. La population du territoire de Madimba par les billets de son élu provincial Antoine Dimelo di Lukombo salue l'ambition, l'engagement ainsi que la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à permettre au pays de se connecter aux voies commerciales mondiales et réduire la dépendance vis-à-vis des pays voisins. Nous, peuple congolais d'abord, c'est de lui faire confiance. Peut-être que il a promis quelque part, ça tarde, mais ça viendra. La construction de ce port va entraîner la création des emplois. Ça va créer vraiment un boom économique. L'honorable Antoine Dimelo di Lukombo a en outre appelé tous les Né-Congo à travailler dans l'unité, la solidarité ainsi que la fraternité pour le développement local et provincial du Congo central. En tant que Congolais, donc je ne peux être que très content. En tant que Né-Congo, c'est normal. Une fois réalisé, ces premiers ports en eau profonde de la République démocratique du Congo, situé au bord de l'océan Atlantique, sera une nouvelle porte d'accès au continent africain, a souligné l'élu du territoire de Madimba, le député provincial Antoine Dimelo di Lukombo. Et puis le laboratoire de recherche et d'action diplomatique, une structure au sein de la communauté économique des États d'Afrique centrale, a organisé un atelier de formation et de sensibilisation des jeunes sur le rôle que ces derniers doivent jouer au sein de la société pour le développement économique du pays. C'est le ministre le président de la République qui a clôturé cet atelier avant d'inviter la jeunesse à rester confiante. Rodé Panda. Cet atelier de formation et de sensibilisation organisé par le LAHAD, entendez Laboratoire de recherche et d'action diplomatique, un cadre de réflexion, de sensibilisation et de dialogue interinstitutionnel au sein de la CEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, a mis l'accent sur le thème jeunesse consciencieuse, acteur du développement durable, un sujet explicité à travers 2 panels, à savoir jeunesse citoyenne, paix et développement, jeunesse citoyenne active. Résister aux manipulations, combattre les antivaleurs, faire des propositions, revendiquer ses droits dans le respect des normes en accompagnant la vision du président de la République dans le cadre de la CAC, autant de matières qui ont constitué l'essentiel de cette matinée. La ministre, après le président de la République, Nana Malouanina, est venue encourager le jeune. Déjà, le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde beaucoup plus d'importance sur les jeunes, aussi sur les femmes. Quand on parle de la jeunesse consciencieuse, de leur leadership, de comment ils doivent se prendre pour aider le pays et l'Afrique à se développer, nous ne pouvons qu'applaudir et soutenir de telles actions. Si les jeunes doivent se rencontrer à des moments pareils pour échanger par rapport à leur rôle dans la société, nous pensons que ce sont des actions à encourager. Les représentants pays d'Ilahad, Henri Mazabi, encouragent les jeunes à travailler pour la paix et le développement en Afrique et au monde. Pour nous, le jeune chef de l'État n'a cessé vraiment marteler à ce que les jeunes soient considérés dans la prise de décision. La jeunesse constitue le noyau de la force pour le développement d'une nation. Son rôle dans la société s'avère indispensable. Il est donc temps pour la jeunesse de faire entendre sa voix en RDC, en Afrique et au monde. Visite guidée des étudiants de première graduat de l'université protestante de Lubumbashi à la centrale électorale de la province du Haut-Katanga. Le secrétaire exécutif provincial leur a expliqué le fonctionnement de la CENI. Un reportage de Tétis Samba et Ndolo Demazo. C'est le professeur Ken Dibwe qui a conduit cette délégation estudiantine dans le cadre du cours des sciences politiques. Les étudiants ont émis le vœu de s'imprégner de la pratique électorale dont la théorie leur a été enseignée pendant les cours. Le professeur Ken Dibwe a remercié le CEP pour la disponibilité et surtout pour la volonté de contribuer à la formation de la jeunesse. Pour sa part, Madame Magui Fabienne Mukulumoya a présenté la CENI
en se fondant sur la loi portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Selon elle, les élections constituent le primat du citoyen dans toute démocratie. Elle a par ailleurs fait un bref état d'avancement du processus électoral en se référant à la feuille de route récemment publiée. La feuille de route, c'est un document synthèse qui donne la philosophie générale, la vision et même la politique qui va être utilisée par rapport au cycle électoral. C'est ce qu'on vous a présenté, c'est pour ne pas entrer dans les détails. Ça peut donner un petit calendrier par rapport aux dates. La feuille de route avait pris les activités, les grandes activités. Le calendrier, par contre, c'est un document qui donne les détails du cycle électoral, les détails de chaque opération, avec des dates précises. À la fin de la séance, le professeur Ken Diboué a remercié l'équipe du secrétaire exécutif provincial du Haut-Katanga pour les informations pertinentes qui constituent un complément à son cours. Droit et finances publiques en RDC, un ouvrage de plus de 700 pages a été porté sur le fonds baptismaux par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela. À travers cet ouvrage, son auteur, Serge Mabé et Moignimi, compte apporter des éclaircissements sur les questions liées aux finances publiques. Oscar Mbal. Ce nouvel ouvrage intitulé « Droit et économie des finances publiques en RDC » va non seulement enrichir les bibliothèques de la République, mais aussi et surtout contribuer à la compréhension des finances publiques. Il constitue une mine d'or pour les universitaires. Ce livre de 780 pages est l'œuvre de Serge Mabé Moignimi. Publié aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage a été porté sur le fonds baptismaux par le premier vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mundela. Ce en présence de plusieurs personnalités, aussi bien du monde politique que scientifique. En économie, nous essayons de voir l'incidence ou la conséquence de décisions budgétaires sur le fonctionnement des mécanismes économiques. Par exemple, que devient le taux d'inflation lorsque le gouvernement décide d'augmenter ou de réduire les impôts. Le dernier aspect ou angle de recherche, c'est la science politique. Cependant, nous voyons dans la science politique comme la science du pouvoir ou de l'État. Et donc, nous essayons de voir comment les acteurs, au sein ou en dehors de l'État, essayent d'interagir pour pouvoir produire les lois de finances ou les budgets. Cet ouvrage de Serge Mabé Moignimi constitue une véritable aubaine pour les chercheurs et spécialistes des questions économiques et financières en RDC. Le Rassemblement des démocrates tshisekédistes, un parti allié à l'UDPS, affûte ses armes pour les échéances électorales de 2023. Il vient de procéder à l'installation de ses membres d'honneur pour l'opération de la collecte des fonds pour la campagne électorale qui aura lieu en 2023 à Rodépanda. La conquête électorale aux législatives et à la présidentielle en 2023 exige une bonne planification avec des stratégies dans les opérations de terrain. Parmi ces stratégies alignées par les rassemblements des démocrates tshisekédistes RDT, les membres du parti vont contribuer pour garantir l'autosuffisance financière au sein du parti. De cette manière seule qu'on doit financer la campagne électorale. Pour plus de dynamisme dans cette opération de collecte de fonds, le RDT vient de mettre sur pied les clubs de membres d'honneur qui doivent donner des tonus financiers. Un comité de supervision a été aussi installé à l'occasion. Sylvain Moutombo, coordonnateur national du RDT, souligne l'impact et la valeur de cette collecte. Nous voudrions l'organiser à tout bout de champ sur ses capacités financières à faire face à toutes les urgences politiques que notre stratégie devra mener pour accompagner le président Félix Tshisekedi dans le maintien du pouvoir, la conservation et aussi l'obtention de son deuxième mandat. Et par le même fait, nous voudrions que nos candidats, quand ils viendront demain, qu'ils trouvent une structure financièrement puissante avec les cotisations personnelles, commençant d'abord par nos membres et aussi encadré par l'appui financier des clubs de membres d'honneur. Le président du comité du club d'honneur apprécie cette initiative pour permettre
de maximiser les chances de faire élire 100 députés et donner une majorité écrasante au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023 pour son second mandat. Qui veut aller loin prépare sans mentir, dit-on, le RDT l'a bien intériorisé. Il anticipe déjà la préparation des élections de 2023. Et puis ce communiqué, avant de boucler ce journal, nous devons, nous, membres du personnel de l'ESU, réunis au sein de l'intersyndicale nationale ce samedi 5 février 2022 pour faire l'évaluation des résultats des travaux du premier round des négociations entre le gouvernement d'une part et l'intersyndicale de l'ESU et le collectif des ACS RDC d'autre part, lesquelles négociations ont été sanctionnées par un accord conclu le jeudi 3 février 2022 entre les deux parties avant constater une avancée en ce qui concerne nos revendications, à savoir la tenue imminente de la commission paritaire forum par excellence qui va examiner en profondeur toutes nos revendications, la mécanisation des non-payés et la correction des grades des sous-payés à partir du deuxième trimestre 2022, le barème transitoire de la prime institutionnelle payable au deuxième trimestre 2022, l'alignement du personnel de l'ESU à l'ajustement du salaire de base, accord de Bibois conclu entre le gouvernement, bon syndical et INAP à partir du deuxième trimestre 2022. De ce qui précède, l'intersyndicale de l'ESUR décrète la suspension de la grève dès ce lundi 7 février 2022 dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pendant la période des travaux de la commission paritaire, demandant au gouvernement de tenir ses engagements afin de garantir le retour normal de la paix sociale et des activités académiques. Fait à Kinshasa ce 5 février 2022 pour l'intersyndicale nationale de l'ESUREX, Philippe Ebalé Mazenga, vice-président, et Jean Kassonga Meta, rapporteur. C'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Discover Pongo et Diane Balaka et Francine Kankou.